Bonjour tout le monde, je veux vous juste donner un petit avertissement que cet épisode contient des sujets sensibles comme le suicide, l'automutilation et de la violence systématique. Vous trouverez des ressources de soutien en santé mentale bilingue, anglais et français dans la description de la vidéo. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au balado Theory and Philosophy. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Alexandre Barry, professeur agrégé à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa, à l'émission aujourd'hui. Professeur Barry est l'auteur de nombreux livres et articles sur la transphobie, le capacitisme, les politiques linguistiques, la suicidologie critique et la philosophie, le féminisme, et autres, bien d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de pouvoir discuter avec lui de son nouveau livre Défaire le suicidisme, apparaître en mai 2025, dans quelques semaines. La version anglophone du livre qui s'intitule Undoing Suicidism est déjà disponible. Pour vous la procurer gratuitement en format numérique, cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ou du balado. La version francophone sera disponible dans quelques semaines, comme j'ai dit. Et aussi, en 2026, une autre édition sera disponible pour le français pour les francophones européennes. Alors, et ça sera publié par l'édition Bernou en février 2026. Et aussi, tu peux trouver mon revue de ce livre dans la description avec un lien. Et finalement, en anglais, for those of you who found this in French, you can find the English version on the channel as well. Perfect. Euh, Bienvenue Alex et on va commencer avec mon première question. C'est que bien que cela puisse sembler une question simple, la lecture de l'introduction de votre livre m'a encouragé à poser la question suivante. Qu'est-ce que le suicide assisté et l'aide médicale à mourir? Diriez-vous que le terme suicide est un mot culturellement chargé, toujours déjà utilisé pour dénigrer certains actes? Pensez-vous que ce terme puisse être réapproprié ou les chercheuses devraient-elles commencer à utiliser un langage totalement différent pour décrire la mort choisie? Bien, d'abord, merci pour l'invitation sur ce balado et je pense que c'est une bonne idée de fait de commencer avec des définitions et j'inclurais même un quatrième terme dans ces définitions, peut-être à savoir la suicidalité. Alors, j'utilise le terme suicidalité comme un terme qui est assez large et qui englobe trois choses: les idéations suicidaires, les tentatives de suicide et les suicides complétés. Et le suicide fait donc partie de la notion plus large de suicidalité, évidemment. Selon le psychiatre critique Thomas Szasz, que peut-être certaines personnes de l'audience connaissent, le suicide peut être défini comme un acte, et là je vais citer Dr. Szasz, de prendre volontairement et délibérément sa propre vie, soit en se tuant directement, soit en s'abstenant d'un acte qui pourrait directement sauver sa vie. Alors, c'est la définition que moi j'utilise dans mon livre et cette définition, elle est suffisamment large pour inclure différents types de morts auto-administrées ou auto-accomplies, qu'elles soient actives ou passives, soutenues ou non. Dans mon livre, j'utilise l'expression suicide assisté comme un terme parapluie, encore une fois, qui englobe beaucoup de pratiques conduisant à une mort volontaire et qui sont évidemment assistées, soit en fournissant les moyens d'accomplir le suicide, comme fournir des médicaments qui sont auto-administrés par la personne, soit en fournissant une forme d'euthanasie volontaire. Dans certains pays, par exemple, on peut penser à la Suisse, à certains États aux États-Unis, les professionnels de la santé se voient interdire de pratiquer des euthanasies. Et dans ces contextes-là, la personne demandant un soutien pour mourir se voit fournir des connaissances et des prescriptions dont elle a besoin pour accomplir elle-même son suicide. Dans ces cas-là, on peut donc parler en termes de mort assistée ou parfois de suicide assisté.
Dans d'autres pays, par exemple la Belgique, les Pays-Bas ou le Canada, ce qu'on appelle l'euthanasie volontaire est autorisée. Alors, au Canada, par exemple, la loi sur l'aide médicale à mourir distingue entre l'aide médicale à mourir administrée par une personne clinicienne, donc par les médecins, et l'aide médicale à mourir auto-administrée. Et les deux formes d'aide à mourir sont autorisées par le gouvernement. Alors qu'il y a plusieurs débats qui portent sur le type de handicap et de maladie qui rend quelqu'un éligible au suicide assisté ou à la mort assistée dans différents pays, les demandes de mort assistée qui sont fondées uniquement sur les maladies mentales suscitent évidemment la plus grande controverse, même dans le mouvement pour le droit à mourir. Et ça m'amène à insister sur le fait que, historiquement, le suicide médicalement assisté, l'euthanasie volontaire et l'aide médicale à mourir ont tous été conceptualisés comme étant radicalement différents du suicide. Et c'est pourquoi dans la plupart des lois actuelles sur la mort assistée, le terme suicide n'est pas du tout utilisé. Les gens vont préférer parler de soins de fin de vie, d'assistance à la mort, d'assistance à mourir ou d'euthanasie, parce que ces pratiques sont considérées comme fondamentalement différentes du suicide qui, lui, devrait évidemment être prévenu. Alors, comme on peut le voir, le terme suicide reste très stigmatisé et négatif. Et la présomption selon laquelle la suicidalité est un problème et rien d'autre qu'un problème qui nécessite une solution ou une cure médicale ou sociale se reflète évidemment dans le vocabulaire négatif qui est utilisé pour discuter de la suicidalité. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui essaient d'éviter le terme suicide, même parmi les gens qui ne condamnent pas la pratique. Alors, c'est le cas du philosophe, par exemple, Jean Amery, qui, dans son livre sur le suicide, utilise l'expression de mort volontaire ou de mort auto-accomplie pour parler de la mort choisie. Mais dans mon travail, moi, j'ai décidé de conserver les termes suicide et suicide assisté dans l'esprit des politiques queer et crip qui ont resignifié toutes sortes d'autres mots à connotation négative comme les mots queer et crip en les transformant en vecteurs de positivité et ce sont des termes qui sont devenus fondamentaux finalement dans certains agendas politiques et champs d'études critiques. Et le suicide, c'est un de ces termes-là négatifs qui, j'espère, va voir éventuellement un jour son sens renouvelé, resignifié et qui va perdre ses liens habituels avec la pathologisation, l'aliénation, la stigmatisation, le risque et la surveillance. Non, parfait. Merci pour cette définition-là. Et c'est vrai que ça, c'est un terme où les sujets suicidaires sont les personnes qui sont euh, oppressées par des autres, des forces et des autres choses comme ça. Et ça m'encourage à poser cette question. Qu'est-ce que le suicidisme? Bien que tu sois clair sur le fait que vous, tu ne sais pas si l'opposition au suicidisme se traduira par moins de suicides, comment penses-tu que le suicidisme contribue au suicide? Pourquoi penses-tu que le suicide est si menaçant pour le corps social de sorte qu'il incite à de tels traitements oppressifs des personnes suicidaires? Pourrais-tu m'en dire plus sur la façon dont le suicidisme s'enchevêtre avec le capitalisme, le patriarcat, l'hétéronormativité, futurité, le capacitisme, le sanisme et l'agisme? Oui, alors c'est une bonne question, surtout que le terme suicidiste est au cœur du livre. Donc, ça fait référence à un système oppressif qui fonctionne au niveau normatif, médical, social, juridique, politique, économique et épistémique. Un système d'oppression, donc, dans lequel les personnes suicidaires vivent différentes formes d'injustice et de violence, telles que des formes de discrimination, stigmatisation, exclusion, pathologisation et même des formes d'incarcération. Il y a plein d'histoires horribles de personnes suicidaires qui font face à des traitements inhumains après avoir exprimé leurs idéations suicidaires et ce, dans le but de sauver leur vie à tout prix. Alors, ça va de l'hospitalisation forcée à la médication contre son gré, à être menotté et même tué par la police, perdre son emploi, voir les droits parentaux révoqués ou même être expulsé des campus universitaires ou collégiaux.
Donc, en raison de ces conséquences suicidistes négatives, les personnes suicidaires restent silencieuses et vont se suicider sans chercher d'aide. Comme je le dis toujours, chaque suicide complété, c'est la preuve que ce qu'on fait actuellement ne fonctionne pas parce que chacune de ces personnes n'a pas appelé à l'aide juste avant de passer à l'acte. Et ces histoires-là montrent que malgré les discours de soutien entourant la suicidalité, les personnes suicidaires qui demandent de l'aide ne trouvent pas du tout le soutien qui est promis. Et pire encore, je soutiens que les services de prévention du suicide font plus de mal que de bien. Dit simplement, et aussi paradoxal que ça puisse sembler, la prévention du suicide augmente le nombre de suicides au lieu de les prévenir. Et ça, c'est particulièrement vrai pour les personnes suicidaires qui sont marginalisées, comme les personnes autochtones, racisées, pauvres, queer, trans, handicapées, neurominorisées ou MAD, ou qui vivent avec des enjeux de santé mentale, pour qui justement les interventions en prévention du suicide vont souvent augmenter la violence raciste, colonialiste, classiste, sexiste, hétérosexiste, cisgenriste, capacitiste et saniste qu'elles vont vivre à chaque jour. Pour vous donner que quelques exemples, les services d'urgence et les corps policiers ne réagiront pas évidemment de la même manière s'ils sont appelés pour une crise suicidaire, si la personne impliquée, c'est une femme blanche qui vit dans un quartier riche ou cossu versus un homme noir qui vit dans un quartier pauvre ou encore une personne autiste qui panique en plein milieu de l'intervention. Donc, en d'autres termes, le suicidisme, comme on le voit dans ces exemples-là, est imbriqué avec des formes de classisme, de capitalisme, de racisme, d'hétérosexisme, de capacitisme et plusieurs autres oppressions. Il y a certaines organisations communautaires comme Trans Lifeline qui travaillent au Canada et aux États-Unis avec les personnes trans et non-binaires en détresse, qui affirment, comme je le fais dans mon travail, que justement les interventions forcées avec les personnes suicidaires intensifient la suicidalité en raison du traitement inhumain et violent qui est infligé aux personnes par la police et les prestataires de soins. Alors, suite à certaines observations qui ont été faites par Trans Lifeline, moi, j'ai identifié dans mon travail une série de conséquences négatives associées justement aux interventions forcées qui affectent la communauté trans, dans le cas de l'exemple dont je vais vous parler dans quelques instants, mais on pourrait faire l'exercice pour plusieurs autres communautés marginalisées, les communautés racisées, autochtones, de personnes neurodivergentes ou autres. Donc, par exemple, les interventions forcées vont souvent dévoiler l'identité de genre des personnes trans à leurs proches et ces formes de dévoilement ou de outing, comme on le dit en anglais, peuvent entraîner un rejet supplémentaire, l'expulsion du domicile et plus de violence. Ces interventions impliquent aussi souvent des frais, par exemple d'ambulance, d'hospitalisation ou autres, pour des personnes qui sont déjà surreprésentées dans les statistiques sur la pauvreté. L'hospitalisation involontaire et les enjeux d'antécédents de santé mentale, en particulier liés à la suicidalité, peuvent nuire à l'accès aux soins de santé transaffirmatifs, soit en retardant ou en bloquant les soins. Les interactions avec le système de santé et les services sociaux, comme on le sait, incluent aussi souvent de la stigmatisation, de la violence et des microagressions pour les personnes trans. Enfin, ces interventions-là vont souvent briser la confiance des personnes qui pourraient potentiellement vouloir appeler une ligne d'écoute, mais qui craignent que les personnes travaillant aux lignes d'écoute déclenchent des interventions non consenties si elles ont un plan concret de suicide. Alors, en d'autres mots, des lignes d'écoute et de crise qui soutiennent des mesures coercitives de prévention du suicide, ce qui est le cas, je rappelle, de 99,9% des lignes d'écoute en Amérique du Nord, ne suscitent pas la confiance chez les personnes suicidaires. Et comme on peut le voir dans l'exemple que j'ai donné chez les personnes trans, le cisgenrisme et le suicidisme fonctionnent de pair et se renforcent. En résumé, plutôt que de trouver le réconfort, le soutien et les soins qu'elles recherchent, il y a beaucoup de personnes marginalisées qui subissent de la discrimination, des microagressions, des traumatismes et même des formes d'incarcération lorsqu'elles cherchent de l'aide, ce qui semble contre-productif et totalement inacceptable.
Alors, la thèse que je propose, c'est que les personnes suicidaires sont opprimées par un suicidisme structurel et que cette oppression reste sous-théorisée. Et je pense que c'est important de donner un nom à cette oppression parce que nommer la violence structurelle vécue par un groupe, dans ce cas-là les personnes suicidaires, ça permet de collectiviser et de politiser les expériences communes de violence qu'elles vivent et ça leur permet, comme c'est le cas d'autres groupes marginalisés, de dénoncer l'oppression qu'elles subissent et de cesser de la voir comme un problème individuel à résoudre. Alors, comme je l'explique dans mon livre avec le cadre théorique des injustices épistémiques qui est proposé par Miranda Fricker, ne pas avoir de termes et de concepts pour nommer une oppression constitue une forme d'injustice herméneutique. Alors, l'oppression des personnes suicidaires commence justement par ce manque de concepts et la rareté épistémique entourant le suicidisme, au point de même pas avoir eu, jusqu'à récemment, de termes pour le dénoncer. Donc, en tant que personne suicidaire, le suicidiste, c'est le mot que je cherchais pendant des années jusqu'à ce que je l'invente autour de 2016. Et la nécessité de ce concept-là est démontrée aussi par beaucoup de messages que j'ai reçus au fil des années de personnes suicidaires qui me disent qu'elles avaient réfléchi, elles avaient vu l'oppression que subissent les personnes suicidaires, mais elles n'avaient pas de terme ou de concept pour la nommer. Et il y a plusieurs personnes suicidaires qui m'ont exprimé leur gratitude pour le fait que mon travail leur a fourni des théories et des concepts qui donnent un sens à leur expérience difficile. Et depuis la publication de mon livre, vous vous en doutez peut-être, ces messages-là se sont multipliés et je crois qu'ils témoignent de ce besoin profond qu'on a de créer plusieurs outils théoriques comme ceux qui sont proposés dans le livre pour aider à combattre justement le suicidisme et ses conséquences négatives sur les personnes suicidaires. Oui, exact. C'est très important à trouver des mots pour expliquer les formes d'oppression et aussi pour considérer les expériences différentes des personnes avec les différentes identités, avec pour les personnes trans, les autres personnes, les personnes autochtones et les autres personnes qui sont marginalisées. Mais pour moi, l'une des choses les plus frappantes dans la manière dont tu as écrit ce livre est ta volonté de confronter une ennemie impossible. Ça veut dire la suprématie de la vie sur la mort. Pour réfléchir au fait de privilégier socioculturellement la vie plutôt que la mort, tu emploies des concepts importants tels que les somatechnologies de vie, la contrainte à la vie et l'injonction à la vie et à la futurité. Pourrais-tu nous parler de ces concepts afin d'expliquer notre accent socioculturel sur la vie, contrainte à la vie, et les stratégies utilisées pour normaliser la vie? Ça veut dire les somatechnologies de vie. Oui, effectivement. Alors, le concept de soma technique, ça a été un concept qui a été inventé par Nikki Sullivan, qui désigne l'imbrication du corps ou ce qu'on appelle le soma avec différentes technologies ou des techniques. Alors, soma technique. Et comme je le démontre, les lois, les pratiques, les interventions et les différents discours autour du suicide et du suicide assisté représentent donc des formes de somatechnologie de vie imposées aux sujets suicidaires pour les maintenir en vie à tout prix. Et j'ai créé donc cette expression pour dénoncer la suprématie de la vie sur la mort à laquelle tu fais référence justement dans ta question. Et ces somatechnologies de vie sont présentes dans presque tous les discours et interventions sur le suicide et le suicide assisté. En effet, dans tous ces discours et interventions, les personnes suicidaires doivent rester en vie. Et je soutiens qu'en réduisant au silence les personnes suicidaires qui craignent de subir de la violence suicidiste si elles révèlent leurs idéations suicidaires, ces somatechnologies de vie constituent paradoxalement des somatechnologies de mort parce qu'elles vont produire davantage de détresse et d'idéations suicidaires. Le concept de l'injonction à la vie et à la futurité que je propose, c'est un concept central dans mon travail depuis une dizaine d'années et je me suis inspiré de deux autrices, Anne Svetkovich et Zoré Bayatrizi,
Et bien qu'aucune de ces auteurs-là ait proposé spécifiquement la notion d'injonction à la vie et à la futurité, Cvetkovic discute des impératifs moraux de rester en vie dans son livre Depression et Beatrizi mentionne l'idée d'une sentence de vie dans le titre de son livre. Et dans mon livre, donc, j'explique comment cette injonction à la vie et à la futurité fait partie d'un système normatif plus large, c'est-à-dire la contrainte à la vie ou compulsory aliveness en anglais, auquel tu fais référence dans ta question. L'injonction à la vie et à la futurité vise donc à imposer la vie et un avenir à chaque personne, sauf à celles qui sont, selon les normes dominantes, agistes, capacitistes, sanistes et capitalistes, ces personnes qui sont considérées comme justement improductives, comme des fardeaux dans notre économie néolibérale. Donc, si vous êtes jeune, physiquement en santé et spécifiquement si vous tentez de vous suicider, bien, les interventions déployées vont tenter de vous sauver, même contre votre gré et contre votre consentement. Concernant le concept de contrainte à la vie que je propose, je me suis inspiré de la notion de contrainte à l'hétérosexualité qui a été théorisée dans les années 80 par Adrienne Rich et les notions de contrainte à la validité et à la sanité théorisées en études du handicap, Cripp et MAD par des auteurs et autrices comme Robert McRuer et Alison Kiefer. Je soutiens que la contrainte à la vie représente la composante normative du suicidisme et inclut différentes injonctions, incluant ce que j'ai appelé l'injonction à la vie et à la futurité. Donc, la contrainte à la vie en tant que dispositif, là, dans un sens foucaldien, fonctionne à travers une large gamme d'outils et de mécanismes ou ce qu'on a appelé justement des somatechnologies, comme les lois, les régulations, les attitudes et les discours. Et elle se traduit par ce que j'appelle le script suicidiste préventionniste, qui représente la réponse dominante finalement à la suicidalité et qui pourrait être résumé dans la phrase suivante: le suicide n'est jamais une option pour les personnes suicidaires. En tant que système d'intelligibilité dominant, la contrainte à la vie masque sa propre historicité et ses mécanismes de fonctionnement, ce qui donne à la vie un caractère apparemment stable et naturel. Mais cette stabilité et cette naturalité découlent de déclarations performatives sur le désir de vivre. Donc, en mobilisant la thèse de Judith Butler sur le genre comme performatif, moi, je vois le désir de vivre comme étant performatif. Parce que les institutions, les pratiques, les politiques sociales, les lois, les interventions, les théories, les discours façonnent le désir de vivre et vont le présenter de manière similaire à la façon dont on présente parfois le genre dans les discours dominants, comme si c'était un désir naturel, stable, immuable, alors qu'en réalité, ça résulte de normes, de discours, de pressions et de pratiques qui restent complètement invisibles dans un régime suicidiste. Mais inversement, le désir de mourir, lui, est vu comme anormal et pathologique, peu importe qu'on attribue cette pathologie à l'individu ou à des structures sociopolitiques. Alors, dans l'esprit de Sarah Ahmed qui questionne la présomption selon laquelle le bonheur est nécessairement une bonne chose pour tout le monde, moi, je me demande quel type de nouvelles relations à la suicidalité et aux personnes suicidaires pourrait émerger si on abandonnait l'injonction à la vie et à la futurité et suspendions notre adhésion à la contrainte à la vie. Comme Ahmed le fait au regard du bonheur, je m'intéresse aux effets de la présence de la contrainte à la vie sur les groupes marginalisés, y compris les personnes suicidaires. Et c'est important de le faire parce que l'injonction à la vie et à la futurité, tout comme l'injonction au bonheur, comme le dit Ahmed, est utilisée pour justifier l'oppression des groupes les plus marginalisés. Alors, dans mon travail, je pose la question suivante. Qu'est-ce que ça signifie dans ce contexte-là, non seulement d'avoir un devoir de bonheur, mais aussi un devoir de vie, mis en œuvre à travers un éventail de mécanismes et d'institutions carcérales au nom du prendre soin de l'autre et d'une idéologie curative? La contrainte à la vie et son injonction à la vie et à la futurité se matérialisent à travers ce que j'appelle dans le livre la violence de la prévention du suicide.
Et cette violence peut être conceptualisée aux côtés de ce que Eun Kim a appelé la violence curative, c'est-à-dire une cure qui se veut un remède, mais qui simultanément cause du tort aux personnes. Donc, en tant que violence curative, la violence de la prévention du suicide voit la suicidalité comme rien d'autre qu'un problème à guérir. Et la prévention du suicide est présentée comme une solution magique, idéale, mais cette solution, elle est mortelle pour les personnes suicidaires parce qu'elle les empêche de chercher de l'aide parce qu'elles ont peur de subir justement de l'oppression suicidiste. La prévention du suicide refuse de laisser quelconque place à la suicidalité dans la vie des personnes suicidaires et justifie donc la violence physique, matérielle et épistémique envers les personnes suicidaires au nom de leur guérison. Bref, bien qu'il semble que nos sociétés se soucient des personnes suicidaires et aient plein de compassion pour elles, moi, ce que je révèle, c'est qu'à travers un script préventionniste, on exerce dans les faits une violence systémique, de la discrimination et une pathologisation envers les personnes suicidaires. Et le script préventionniste, qui est alimenté par le suicidisme et la contrainte à la vie, nous force à adopter une approche irresponsable envers les personnes suicidaires. Oui, oui, je suis d'accord et j'aime référence à Judith Butler parce que ça explique comment le suicidisme est devenu normal et alors difficile à identifier et à changer. Mais aussi, Undoing Suicidism, défaire le suicidisme, c'est plus qu'une intervention académique sur le suicide. C'est aussi un témoignage auto-ethnographique des dommages causés par le suicidisme. En tant comme homme trans, mad ou vivant avec des enjeux de santé mentale, handicapé et suicidaire, comment tes propres expériences du suicidisme ont-elles éclairé ta perspective et t'ont-elles encouragé à écrire ce livre? Oui, effectivement, mes expériences de violence suicidiste ont nourri mon travail qui utilise de façon générale l'auto-ethnographie et l'autothéorie pour théoriser toutes sortes d'oppressions, dont le suicidisme. Et j'ai d'ailleurs proposé dans mon travail le premier manifeste suicidaire il y a quelques années qui s'est retrouvé dans l'introduction du livre. Et je dirais que mon désir d'écrire un livre sur le suicide et le suicide assisté vient à la fois d'un intérêt personnel et académique. Alors, sur le plan personnel, je suis une personne suicidaire depuis l'âge de 12 ans. J'en parle dans l'introduction du livre, justement. Et même s'il y a des périodes de ma vie où je me sens mieux, la suicidalité ne disparaît jamais vraiment complètement de ma vie. Et une grande partie de mon travail, comme dans mes recherches en études trans, du handicap, CRIP et MAD, comme tu le mentionnes dans ta question, est ancré justement dans mes diverses identités marginalisées et mes recherches m'aident à mieux comprendre mes expériences vécues en les reliant à des contextes sociaux, politiques, légaux plus larges. Et donc, je pense que mon intérêt pour le suicide provient de ce désir de comprendre ma propre expérience subjective de la suicidalité et du suicidisme et de les situer aussi dans un contexte sociopolitique plus vaste. En termes d'intérêt académique, mon parcours universitaire a été motivé par une volonté de comprendre comment différents mouvements sociaux et leurs domaines d'études reproduisent souvent, malgré eux, malgré leurs meilleures intentions, des formes de marginalisation, de discrimination et d'oppression envers certaines personnes. Alors, dans le cas de mon livre, je m'intéressais spécifiquement à la manière dont les mouvements sociaux, qui sont généralement enclins à mettre en avant les voix des premières personnes concernées, rejettent néanmoins très rapidement les voix, les idées et revendications des personnes suicidaires et vont même reproduire de l'oppression à leur égard. J'étais aussi étonné d'apprendre qu'aucun concept n'existait pour nommer l'oppression des personnes suicidaires jusqu'à temps que j'invente le terme suicidisme il y a presque 10 ans. Alors, j'étais déçu de ce manque-là et cette déception a été l'étincelle qui a fait naître mon livre. Alors, mon espoir, c'est que mon travail va fournir des outils pour nous aider à nommer l'oppression suicidiste, pour établir des liens entre personnes suicidaires et aussi, évidemment, pour construire des solidarités avec d'autres mouvements sociaux. En général, dans mon travail, je suis
très ouvert sur le fait d'être justement un homme trans, bisexuel, handicapé ou MAD qui vit avec justement des enjeux de santé mentale. Cependant, jusqu'à récemment, j'étais resté assez silencieux sur ma suicidalité, une forme de silenciation ou d'autocensure dont je parle dans mon livre à travers la notion d'injustice épistémique, mais aussi d'étouffement testimonial que beaucoup de personnes suicidaires vivent malheureusement. Donc, auparavant, je dissimulais des informations sur ma suicidalité dans mes travaux pour rendre mes arguments plus crédibles auprès de mon public et pour éviter une réaction panique de la part des éditeurs, des collègues, de mon lectorat en général. Parce que, comme la plupart des personnes suicidaires, bien, j'avais et j'ai encore peur que révéler ma suicidalité soit utilisé contre moi pour discréditer mes arguments ou déclencher une série de conséquences négatives comme être hospitalisé ou médicamenté contre mon gré. Cependant, dans mon livre, j'ai décidé de parler plus ouvertement de ma suicidalité et bien que j'avais peur au début d'intégrer ces expériences-là plus personnelles, j'ai estimé que c'était vraiment nécessaire de le faire parce que je plaide en faveur de la création d'un mouvement anti-suicidiste dans mon livre, c'est-à-dire un mouvement par et pour les personnes suicidaires. Et le slogan du mouvement pour les droits des personnes handicapées dit, probablement que les gens le connaissent, là, rien sur nous sans nous. Alors, c'est un peu la même chose. J'ai pensé que pour construire des solidarités entre personnes suicidaires et pour promouvoir ce que j'appelle dans le livre un point de vue épistémologique suicidaire ou en d'autres termes, promouvoir les perspectives des premières personnes concernées, bien, c'était nécessaire de révéler justement ma propre suicidalité. Alors, je crois que ce ton-là, plus personnel dans mon travail et dans le livre, évidemment, suscite la confiance des personnes suicidaires qui me parlent souvent de leur propre suicidalité. Non, oui, oui, merci pour ton témoignage. Et c'est très important, comme tu dis, rien sur nous sans nous. C'est très important, n'importe quel topic, à écouter des voix des personnes affectées, premièrement, que les personnes qui parlent de ces topics qui n'a pas des expériences personnelles. Mais Mhm. bien que tu sois clair sur le fait que tu n'es pas le premier à défendre un droit de mourir, comment distinguerais-tu ta perspective anti-suicidiste des perspectives suivantes? Premièrement, le mouvement pour le droit de mourir. Deuxièmement, le modèle social du suicide. Troisièmement, les perspectives du justice sociale sur le suicide. Et quatrièmement, le modèle médical du suicide. Oui, merci. C'est une question avec plusieurs composantes. Peut-être je vais d'abord parler des différents modèles du suicide pour ensuite aborder, si tu me le permets, la position du mouvement pour le droit à mourir. Alors, dans mon livre, dans le premier chapitre, je propose une typologie de quatre modèles de suicidalité. Alors, premier modèle médical ou psychologique, deuxième social, troisième le modèle de santé publique du suicide et le quatrième le modèle de justice sociale. Alors, le premier modèle, qu'on appelle médical ou psychologique, se concentre non seulement sur les pathologies physiologiques, mais aussi sur ce qu'on pourrait appeler les pathologies de l'esprit, donc tout ce qui concerne les enjeux de santé mentale ou émotionnelle. Alors, dans ce modèle médical ou psychologique, le problème de la suicidalité est situé dans le corps ou l'esprit d'une personne. Le deuxième modèle, lui, influencé par le travail des sociologues, c'est le modèle social du suicide et au lieu de situer le problème de la suicidalité uniquement ou principalement dans l'individu, ce modèle va identifier la société et ses dysfonctionnements comme étant les responsables. Le modèle social cherche à identifier des tendances entre la suicidalité et des facteurs sociaux comme les crises économiques, des guerres, les valeurs sociales, les relations familiales, les identités marginalisées et les représentations culturelles pour évidemment essayer de comprendre et prévenir la suicidalité. Troisièmement, entre ces deux modèles dont on vient de parler se retrouve le modèle de santé publique qui est aussi connu sous le nom de modèle biopsychosocial de la suicidalité.
Et ce modèle-là repose sur des approches épidémiologiques de la santé et va privilégier la recherche fondée sur les données probantes et des données statistiques également. Ce modèle fait donc le lien entre des approches dites plus individualistes et sociales pour promouvoir la santé de la population. C'est un modèle qui est très populaire, je dirais même prédominant présentement, qui est adopté par plusieurs personnes professionnelles de la santé et c'est le modèle qui guide actuellement les stratégies internationales en matière de prévention du suicide. Quatrièmement, on retrouve le modèle de la justice sociale du suicide qui a été proposé par des suicidologues critiques au cours des 10 dernières années. Donc, en opposition à une approche plutôt psychocentrique et individualiste de la suicidalité, ce quatrième modèle se concentre sur des facteurs sociaux, culturels et politiques systémiques qui influencent la suicidalité. Le modèle de la justice sociale va au-delà du modèle social et du modèle de la santé publique en prenant non seulement en compte les facteurs environnementaux et sociaux qui vont avoir des impacts sur la suicidalité, mais aussi en étant politiquement engagé envers la justice sociale. Et ça, c'est le seul modèle qui le fait. Ce que je montre dans mon travail, c'est que malgré leurs différences, ces quatre modèles-là arrivent tous à la même conclusion, c'est-à-dire que le suicide n'est pas une option pour les personnes suicidaires. En conséquence, non seulement ces modèles-là ne reconnaissent pas l'oppression suicidiste qui est vécue par les personnes suicidaires, mais aussi ils vont la perpétuer à travers le script préventionniste suicidiste. Et un des effets les plus pervers de ce script préventionniste, c'est la silenciation des personnes suicidaires. Parce qu'elles sont encouragées à partager leurs idéations suicidaires. On leur dit parlez-en, exprimez-vous, mais en même temps, elles sont découragées de poursuivre le suicide comme solution parce que le suicide reste tabou. Alors, ce que vont montrer les études quantitatives, c'est que les statistiques sur le suicide restent relativement stables à travers les différentes dernières décennies. Donc, malgré de multiples stratégies et des milliards de dollars qui ont été investis dans différentes initiatives de sensibilisation, les études montrent que les personnes les plus déterminées à mourir vont mettre leur plan suicidaire à exécution sans avoir cherché préalablement de l'aide. Bref, ce que ça montre, c'est que nos stratégies de prévention fondées sur ces différents modèles ne fonctionnent tout simplement pas. Et je ne suis pas en train de dire évidemment que les discours, les politiques, les interventions, les programmes de prévention ou les lignes d'écoute basées sur ce script préventionniste n'aident jamais personne. Et évidemment, je ne suis pas en train de condamner non plus les personnes suicidaires qui cherchent des solutions, qu'elles soient médicales ou sociales. Comme personne suicidaire moi-même, je sais à quel point parfois on est désespéré d'avoir quelque chose qui nous soulage. Mais ce que je veux mettre de l'avant, c'est que tous ces modèles-là ne peuvent pas imaginer rien d'autre que la prévention ou l'éradication de la suicidalité pour aider les personnes suicidaires. En effet, dans ces différents modèles de la suicidalité, les quatre dont je viens de parler, mais aussi dans les perspectives des personnes qui militent pour le droit à mourir, le suicide doit être prévenu. Et dans les rares cas où le suicide n'est pas vu comme une action négative à éviter absolument, le suicide est présenté comme un droit négatif, c'est-à-dire une décision personnelle avec laquelle on ne devrait pas interférer, mais certainement pas comme un droit positif qui devrait être soutenu par l'État et par la société. Alors, les personnes qui, elles, sont en faveur d'un droit positif de mourir vont limiter ce droit exclusivement au contexte de la mort assistée dans le cadre du handicap, de la maladie, de l'invalidité ou encore de la vieillesse. Mais revendiquer ce genre de droit à la mort dans des circonstances spécifiques, c'est vraiment différent de revendiquer un droit positif au suicide assisté pour les personnes suicidaires comme moi je le fais dans mon livre. Alors, dans mon modèle anti-suicidiste et queer crip du suicide, je propose que le suicide devienne un droit positif. Et c'est ce qui rend mon cadre théorique et mon approche si unique parce que, en consultant plus de 2000 sources en écrivant mon livre, je n'ai jamais trouvé jusqu'à présent, à ma connaissance, quelqu'un qui ait proposé ce que je suggère dans mon travail, c'est-à-dire faire offrir un soutien explicite au suicide assisté
pour les personnes suicidaires. Donc, le suicide en tant que droit positif impliquerait justement un soutien aux personnes suicidaires dans leur quête de la mort par le biais du suicide assisté. Et je soutiens que, aussi surprenant que ça puisse paraître, permettre le suicide assisté pour les personnes suicidaires pourrait être une des façons justement de rétablir la confiance et la communication avec ces personnes et de briser le silence qu'elles vivent et donc peut-être même de diminuer les statistiques sur le suicide. Et c'est important de mentionner que mon modèle du suicide et du suicide assisté vise à compléter et non pas à remplacer les luttes contre les différentes oppressions systémiques qui influencent la suicidalité chez les groupes marginalisés. Alors, si tu veux, je pourrais élaborer un peu plus tard sur mon approche affirmative justement du suicide. Oui, j'espère que oui, et c'est très important à observer que tous les autres perspectives sont guidées par l'idée que le suicide, c'est inacceptable. Et c'est pour cette raison et des autres raisons que ton perspective, c'est très important et aussi nécessaire. Mais comment le suicidisme amène-t-il des réactions différentes au regard des personnes handicapées physiques et des personnes handicapées mentales ou vivant avec des enjeux de santé mentale? Pourquoi les premières sont-elles les premières, les personnes handicapées physiquement, sont-elles souvent plus susceptibles d'être considérées pour une mort assistée que les dernières, les personnes avec les enjeux de santé mentale? Les questions pointent effectivement dans la bonne direction parce que le suicidisme, justement, façonne les réponses qu'on apporte à différentes personnes qui souhaitent mourir. Il existe certaines formes de mort et de suicide qui, justement, sont légitimées et d'autres qui sont délégitimées. Et l'exceptionnalisme concernant la suicidalité des personnes handicapées et malades comparé à celles qui sont considérées comme valides, en santé et saines d'esprit, a structuré justement l'opposition binaire entre le suicide et la mort assistée. Et cet exceptionnalisme a longtemps été critiqué par les personnes activistes et chercheuses en matière de handicap, qui vont nous dire qu'il existe des doubles standards. Parce que lorsqu'une personne valide et en bonne santé exprime un désir de mourir, bien, elle est caractérisée comme suicidaire et elle est ciblée par les interventions en prévention du suicide. Mais lorsque cette personne est malade ou handicapée, bien, son désir de mourir est reformulé comme rationnel et elle se voit soutenue dans son désir. Alors moi, j'ai argumenté dans mon travail qu'il existe une ontologie du suicide assisté, c'est-à-dire ce qu'est le suicide assisté et ses fondements dans des formes justement de capacitisme et de sanisme et sa fondation dans le rejet systémique de la qualité de vie des personnes handicapées et malades. Alors, cette ontologie crée justement deux classes de sujets suicidaires, en considérant les personnes handicapées et malades comme des sujets légitimes qui devraient être soutenus et aidés dans leur désir de mourir, et les personnes suicidaires comme des sujets illégitimes qui devraient être maintenus en vie, souvent à tout prix. Alors, les personnes qui vivent avec une maladie mentale occupent un espace un peu liminaire ou flou dans les pratiques actuelles autour de la mort assistée parce que dans certains contextes nationaux, elles sont incluses dans la grande catégorie des personnes handicapées et malades qui peuvent accéder à la mort assistée, tandis que dans d'autres contextes, leur présumée irrationalité et leur maladie mentale sont utilisées comme prétexte pour leur refuser justement l'accès à la mort assistée. Dans mon livre, je montre comment le suicidisme est donc fortement lié au capacitisme et au sanisme, c'est-à-dire l'oppression des personnes qui vivent des enjeux de santé mentale. Et je soutiens que le suicidisme rend le désir de mort de certaines personnes anormal et inconcevable, comme celui des personnes suicidaires. Mais en revanche, on légitime la mort assistée pour des personnes qui sont considérées comme entre guillemets, improductives et indésirables dans nos sociétés, basées sur les normes dominantes comme les personnes justement handicapées, malades ou vieillissantes.
Alors, dans leur cas, leur désir de mort est considéré comme normal et reformulé comme une aide médicale à mourir. Donc, on va les aider, on va les soutenir. Mais le désir de mort des personnes suicidaires, lui, est perçu comme irrationnel, fou, malade mental, aliéné, et leur capacité à prendre des décisions est remise en cause. Autrement dit, donc, d'un point de vue capacitiste, saniste, agiste et même capitaliste, les personnes qui sont vues comme des fardeaux, entre guillemets, dans notre société, sont soutenues dans leur désir de mourir, tandis que les personnes suicidaires, qui sont perçues comme ayant potentiellement un avenir productif, celles qu'on pourrait réintégrer à l'économie néolibérale, sont exclues de ces lois et forcées de rester en vie. Alors, mon travail pose la question suivante. Pourquoi offrons-nous une aide à mourir aux personnes handicapées, malades, vieillissantes qui, dans la grande majorité des cas, nous disent qu'elles ne veulent pas mourir, mais demandent de meilleures conditions de vie et sont poussées au désespoir par le manque d'aide et de ressources, tandis que celles qui sont déterminées à mourir, comme les personnes suicidaires, et qui vont le faire malgré les lois qui sont en place pour les empêcher, se voient refuser toute aide et sont forcées de mourir seules dans des conditions atroces ou littéralement contraintes de rester en vie en étant attachées à des lits d'hôpitaux. Alors, pour revenir à ta question, je pense que c'est important de mentionner que dans tous les contextes nationaux qui autorisent certaines formes de mort assistée, y compris pour les personnes pour qui la maladie mentale est la seule condition de leur demande, les personnes suicidaires sont exclues totalement. Seules les personnes physiquement et parfois mentalement malades peuvent accéder à ces procédures et ces lois vont préciser qu'aucune personne suicidaire ne devrait être soutenue dans son désir de mourir. Et bien que j'ai mentionné plus tôt la possibilité d'offrir un suicide assisté aux personnes suicidaires, je veux préciser que mon approche est radicalement différente de celle qui consiste à offrir une aide médicale à mourir pour les personnes dont la maladie mentale est la seule condition de leur demande. En fait, dans mon travail, à la suite des personnes activistes et chercheuses en matière de handicap et à la suite d'auteurs qui travaillent dans des perspectives abolitionnistes, je dénonce, à vrai dire, le capacitisme et le sanisme liés aux formes actuelles de mort assistée qui sont disponibles et je plaide plutôt pour l'abolition de ces lois qui sont fondamentalement violentes et discriminatoires et qui autorisent la mort assistée uniquement pour des populations dites spéciales, entre guillemets, sur la base de normes dominantes de qui devrait vivre et qui devrait mourir. Moi, ce que je voudrais voir, c'est plutôt la création de nouvelles lois et politiques entourant le suicide assisté pour tous les adultes qui ont un désir stable de mourir, y compris les personnes suicidaires. Autrement dit, et c'est là que mon approche est très différente, ce n'est pas fondé sur, dans le cas de mon approche, sur un diagnostic de maladie physique, mentale ou un diagnostic de handicap comme critère pour autoriser le suicide assisté, comme c'est le cas présentement avec la mort assistée dans différents contextes légaux. Je dirais également que l'ontologie du suicide assisté a contribué à la hiérarchisation des vraies et des fausses raisons de se suicider, ce qui a conduit à l'autorisation des premières et à la prévention des secondes. Parce que, comme ça a été historiquement le cas pour les identités trans, la centralité d'un diagnostic qui est attesté par des professionnels de la santé est cruciale pour justifier une procédure comme la transition. Comme pour les personnes trans, donc, qui, je pense, à mon avis, devraient être autorisées à effectuer leur transition, quelle que soit leur motivation, je soutiens qu'il y a beaucoup de raisons qui sous-tendent le désir de mourir chez les gens et que toutes ces raisons-là sont valables. Et le complexe médico-industriel ne devrait pas déterminer quelles raisons justifient les transitions, y compris la transition de la vie à la mort. Cependant, la pression pour se conformer à ce récit médical dominant sur la mort assistée est tellement puissante que même dans le discours des activistes pour le droit à mourir, la possibilité de justifier la mort assistée en dehors du script dominant du handicap, de la maladie mentale ou de la vieillesse semble complètement absente. Bref, tout comme les personnes trans sont forcées de formuler leurs besoins de transition en utilisant un script qu'on pourrait dire cisnormatif,
Les personnes suicidaires sont forcées de formuler leur désir de mourir en utilisant un script ontologique qui est capacitiste, saniste, agiste et suicidiste, dans lequel le handicap, la maladie et la souffrance doivent être mis de l'avant, la rationalité et la sanité doivent être démontrées et la suicidalité, évidemment, doit être rejetée comme étant irrationnelle. Oui, ben, et les personnes suicidaires sont exclues de ces discussions-là sur le niveau des politiques, les niveaux médical et tout ça. Mais on va parler de ça plus tard, mais la question, la création de nouvelles lois et les politiques. Mais au ce moment, je veux poser une autre question. Tout au long du livre, tu discutes des liens entre la vie et la rationalité. Dans notre monde, être rationnel signifie dire oui à la vie. Être irrationnel signifie, entre autres, dire non à la vie. Cela pose une barrière fondamentale pour les personnes vivant avec des enjeux de santé mentale qui cherchent une aide pour mourir. Car si elles sont jugées mentalement inaptes, ou incompétentes, les professionnels de la santé pathologisent leur désir de mourir comme un produit de leur maladie mentale. Comment se délime et l'association implicite de la vie à la rationalité contribue-t-il au rejet médical des perspectives et des expériences des personnes suicidaires? C'est une bonne question. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, les personnes suicidaires ou celles qui disent non à la vie, pour reprendre tes mots, sont considérées en fonction de leur suicidalité, justement comme irrationnelles, folles ou aliénées, socialement, politiquement. Alors, du point de vue préventionniste, une personne saine d'esprit devrait toujours vouloir vivre et ne jamais vouloir mourir, quelles que soient d'ailleurs les difficultés qu'elle traverserait dans sa vie. Dans le cas des personnes vivant avec des enjeux de santé mentale, bien, il existe une couche supplémentaire de suicidisme et de sanisme qui est entremêlée parce que leur maladie mentale est instrumentalisée justement par les professionnels de la santé pour renforcer l'idée que c'est complètement irrationnel de vouloir mourir. Alors, leurs enjeux de santé mentale sont vus comme responsables de leurs idéations suicidaires, les laissant dans une situation un peu sans issue en ce qui concerne justement la mort assistée parce que leur capacité décisionnelle est remise en question et cette capacité décisionnelle est au cœur des procédures de mort assistée. Comme le soulignent des autoristes en MAD Studies, les personnes ayant des enjeux de santé mentale sont souvent perçues justement comme irrationnelles et incompétentes pour prendre des décisions importantes dans leur vie. Leurs enjeux de santé mentale qui sont perçus ou réels sont utilisés pour nier leur crédibilité et leur légitimité à exprimer leurs souhaits. Et donc, dans des régimes capacitistes, sanistes et cogniticistes, la conception de la compétence mentale, de la capacité décisionnelle et de l'autonomie est biaisée justement sur la base de normes cognonormatives, pardonnez-moi, et des perceptions très étroites de ce que constitue un sujet dit autonome, rationnel et capable cognitivement. Donc, seules les personnes catégorisées comme mentalement, émotionnellement et cognitivement stables sont considérées comme compétentes pour prendre des décisions justement sur la vie et la mort. Je pense que donc le suicidisme et le sanisme sont profondément interconnectés et je soutiens donc que la capacité décisionnelle des personnes suicidaires, elle est justement niée sur la base de conceptualisation capacitiste et saniste de la compétence et de la rationalité. La capacité mentale est aussi un des éléments qui rend la question de l'accès à la mort assistée pour les personnes qui vivent avec des enjeux de santé mentale aussi controversée, comme c'est le cas présentement dans le contexte canadien. Du point de vue suicidiste et saniste, le simple fait d'exprimer des idéations suicidaires peut en soi entraîner la remise en question ou la révocation de sa capacité mentale, rendant impossible de refuser des traitements. Dans plusieurs pays, et comme on le sait, la notion de capacité mentale fait référence à la capacité d'apprécier l'information, d'exprimer des choix et évidemment de comprendre les implications de certaines décisions médicales et de traitement. Donc, en théorie,
L'incompétence mentale n'est pas attribuée de manière globale ou générale à un individu, mais déterminée au cas par cas, c'est-à-dire en fonction de chaque décision que prendra la personne. En pratique, cependant, il y a des individus qui sont considérés comme globalement mentalement incompétents, souvent sur la base de normes justement sanistes et cogniticistes. Autrement dit, il y a un décalage entre la loi et l'application de la loi. Et les personnes suicidaires, justement, sont parmi les groupes considérés souvent comme mentalement incompétents de manière générale, tout comme les personnes qui vont, par exemple, vivre avec l'Alzheimer ou des formes de démence ou des handicaps mentaux dits sévères. Il y a plusieurs autoristes qui ont travaillé à déconstruire justement l'association entre maladie mentale et incompétence, notamment en lien avec la suicidalité. Et bien que, évidemment, on nie pas ça, la maladie mentale puisse temporairement affecter la prise de décision d'une personne et sa capacité mentale, bien, c'est important de rappeler que la maladie mentale n'est pas synonyme d'incompétence mentale globale. Et donc, dans mon approche, dans la logique d'accompagnement que je propose pour les personnes suicidaires, qui repose notamment sur un modèle de consentement éclairé, bien, je, je contourne justement le problème du rejet de la rationalité des personnes suicidaires parce que dans mon approche, la prise de décision passe des mains des professionnels de la santé aux mains des personnes suicidaires. Alors, la personne suicidaire serait accompagnée pour prendre des décisions éclairées qui seraient ensuite soutenues justement par les prestataires de soins. Et je tiens à souligner de nouveau qu'il n'y a pas de bonnes et de mauvaises raisons pour vouloir mourir. Toutes les raisons sont légitimes tant qu'elles ont été justement conscientisées par la personne et analysées sous différents angles à travers justement le processus d'accompagnement et de prise de décision sur le choix de vivre ou de mourir que je propose à travers mon approche. Et c'est exactement là où les approches actuelles du suicide et du suicide assisté échouent auprès des personnes suicidaires parce qu'il n'y a pas encore d'espace pour avoir des conversations justement honnêtes sur le suicide, ce qui nous permettrait, comme personnes suicidaires, de discuter à plusieurs reprises et avec plusieurs personnes de différents milieux de la décision fatale que nous sommes sur le point de mettre en œuvre. Et lorsque les gens, justement, ne peuvent pas se confier, ne peuvent pas discuter de leur situation, on leur refuse, je crois, la possibilité de prendre une décision véritablement éclairée. Et dans ma définition à moi, ce déni ne constitue pas une forme de soin ou de soutien et même va réduire la capacité décisionnelle, justement, des personnes suicidaires. Oui, exact. C'est très intéressant. Et, et je veux demander aussi que dans tes écrits sur le suicide assisté, tu proposes une approche affirmative du suicide et des soins de santé affirmatifs du suicide, inspirés de des approches trans-affirmatives mobilisées au sein des communautés trans et non-binaires. Peux-tu expliquer ce que signifie être affirmatif du suicide et accompagner les personnes suicidaires tout au long de leur parcours? Oui, merci pour cette question. C'est définitivement l'aspect le plus controversé de mon approche, de mon travail. Euh, je dirais 100% des gens que j'ai rencontrés jusqu'à présent s'accordent pour dire qu'il existe le suicidisme, que les gens n'avaient pas de mots auparavant, mais quand je le nomme, ils disent, ah oui, il faut dénoncer ça et c'est important. Mais sur cette question de l'approche affirmative du suicide, c'est là qu'il y a un petit peu plus de résistance. Alors, mais je veux préciser d'emblée que mon approche du suicide et du suicide assisté, bien que ça soit radicalement différent de ce qui existe, ça n'a pas pour but d'encourager évidemment le suicide. Au contraire, j'espère que ça va permettre de réduire les taux de suicide. Alors, comme tu l'as mentionné dans la question, mon approche affirmative du suicide s'inspire des approches transaffirmatives. D'ailleurs, en anglais, je parle de Suicide Affirmative Approach. Et ça permet de repenser justement les soins offerts aux personnes trans, non pas sur sur la base de formes de contrôle et de surveillance, mais dans le but de soutenir leurs besoins. Et donc, je propose la même chose pour les personnes suicidaires.
Mon approche repose sur des valeurs anti-oppressives comme l'intersectionnalité, l'autodétermination, le consentement éclairé que je nommais un peu plus tôt et la réduction des risques. Donc, une approche affirmative du suicide ne signifie pas qu'on pousse les personnes suicidaires au suicide, tout comme l'objectif d'une approche transaffirmative n'est pas de pousser une personne à faire une transition. Ça signifie plutôt qu'au lieu d'essayer de guérir les personnes trans de leur transitude ou les personnes suicidaires de leur suicidalité, on développe des espaces plus sécuritaires où on peut examiner leur suicidalité avec elles et discuter de plusieurs options sans jugement, sans peur d'intervention forcée, évidemment sans conséquences suicidistes négatives. Donc, mon approche propose de passer d'une logique basée sur la prévention et la guérison à une approche une logique d'accompagnement des personnes suicidaires pour les aider à prendre les meilleures décisions pour elles-mêmes. Et c'est un type de soutien qui pourrait être à la fois affirmatif de vie, mais aussi affirmatif de mort. Dans mon approche, et ça c'est très important, la priorité est donnée à la personne et non pas à la vie en elle-même. Et ce passage de la prévention à l'accompagnement permet d'autonomiser, en anglais on dirait empower les personnes suicidaires, de renforcer leur agentivité, parce que d'une façon similaire à une approche transaffirmative, l'approche affirmative du suicide offre des soins et un soutien à travers un modèle de consentement éclairé, tenant pour acquis que la personne experte dans la décision, c'est justement la personne qui prend la décision. En ce sens-là, je travaille à une réelle accessibilité au regard du suicide assisté et non à un accès qui est basé sur des critères exclusifs qui sont capacitistes, sanistes et agistes, comme c'est présentement le cas dans les différentes lois. Je soutiens souvent que, je dis souvent plutôt que concernant la théorisation du suicidisme et les droits et la reconnaissance des personnes suicidaires, on en est où les personnes trans étaient concernant les droits et la reconnaissance des personnes trans dans les années 1930. Bon, là, avec tout ce qui se passe à l'échelle internationale, avec la montée du fascisme et des régimes autoritaires, on voit une régression dans les droits trans, mais bon, tout ça pour dire que, en ce qui concerne les personnes suicidaires présentement, tout doit être imaginé, théorisé et transformé, un peu comme c'était le cas pour les personnes trans lorsque la transition n'était même pas une option, finalement, dans nos sociétés. Mon travail constitue donc un premier pas dans cette direction et ça nous permet d'ouvrir nos cœurs et nos imaginaires pour envisager le suicide et le suicide assisté sous un angle différent et du point de vue, justement, des personnes suicidaires. Mon modèle Queer Crip du suicide et du suicide assisté est donc conçu pour ouvrir nos imaginaires sur ce à quoi pourraient ressembler nos discours et nos pratiques et interventions si on commençait à penser le suicide et le suicide assisté dans un cadre anti-suicidiste, intersectionnel et de justice transformative. Et mon hypothèse, et ça c'est très, très important dans mon travail, c'est qu'une approche affirmative du suicide, malgré cette plus grande accessibilité au suicide assisté, pourrait en réalité sauver plus de vies que les stratégies actuelles de prévention. Pourquoi? Se demandent plusieurs personnes. C'est que plutôt que d'être contraintes de mourir dans le secret et dans le silence, en complétant leur suicide sans avoir parlé à personne par peur justement de vivre de l'oppression suicidiste, les personnes suicidaires, dans mon approche non stigmatisante, auraient la possibilité de parler librement et de bénéficier d'un processus d'accompagnement pour parvenir à une décision éclairée concernant leur désir de vivre ou de mourir. Et beaucoup de personnes suicidaires m'ont écrit pour me dire qu'elles sont complètement d'accord avec mon approche. Et je crois sincèrement que mon approche a le potentiel de réduire les taux de suicidalité, particulièrement chez les groupes marginalisés, justement en ouvrant des canaux de communication avec des personnes qui ont actuellement trop peur de demander de l'aide avant de compléter leur suicide. Et même pour la petite, petite minorité de personnes qui décideraient de recourir au suicide assisté, mon approche vise à leur offrir une mort qui serait moins solitaire, moins violente et aussi un processus relationnel entourant leur mort qui serait aussi
moins traumatisant pour la famille et les proches que les suicides actuellement complétés. Donc, l'approche que j'ai en tête ouvre non seulement un espace où le suicide assisté pourrait avoir lieu, mais aussi un espace où discuter ouvertement et avec sensibilité de ce que ça signifie vivre avec un désir de mourir. Et dans ce sens-là, ce que je propose, c'est une éthique du vivre avec les personnes suicidaires. Oui, et c'est pour ces raisons qu'on a besoin de trouver ou à créer des approches affirmatives du suicide, pas des approches d'interdiction ou prévention, parce que ça n'aide pas. Euh, et j'ai aussi des questions à propos de la langage, spécifiquement de la traduction. Si Mmh. tu as le temps, je veux poser cette question. Tu as d'abord fait le choix de publier ton livre en anglais puis de le traduire en français. Pourrais-tu nous dire ce qui a motivé ton choix? Oui, il y a beaucoup de raisons qui m'ont poussé à faire ce choix-là. Alors, dans mon travail, il y a une dizaine d'années, j'avais proposé le néologisme anglo-normativité, anglo-normativity en anglais, et je l'avais d'ailleurs paradoxalement et de façon intéressante proposé dans des textes en anglais d'abord, pour problématiser le fait que notre monde, qu'il s'agisse du monde social, culturel, politique, économique et académique, dans ce monde-là, la langue anglaise prédomine et est davantage valorisée et constitue donc la norme à partir de laquelle les autres langues sont jugées, voire dévaluées. Et cette anglo-normativité se retrouve évidemment dans le milieu de l'édition. Alors, s'il y a plusieurs revues scientifiques et des éditeurs francophones qui acceptent de publier des traductions françaises de livres et de textes qui ont le potentiel d'intéresser leur lectorat francophone, bien l'inverse n'est pas du tout vrai. De fait, les revues, les éditeurs anglophones refusent quasi systématiquement de publier des textes qui ne sont pas dits originaux et inédits et ne publie donc aucune traduction ou quelques-unes, très rarement. Et habituellement, c'est lié à la notoriété d'un ouvrage ou d'une personne. Par exemple, si vous êtes Michel Foucault ou une autre superstar du milieu intellectuel. Alors, je savais que si je publiais mon livre d'abord en français, je réduirais mes chances de le voir un jour publié en anglais. Bref, à moins d'avoir un succès comme Michel Foucault, il n'aurait jamais été publié en anglais. Donc, il y a aussi une logique similaire qui a guidé le choix d'un éditeur américain plutôt que canadien. Parce que, alors que, justement, une des plus importantes maisons d'édition canadiennes m'avait offert un contrat, en même temps que, Temple University Press qui a publié mon livre aux États-Unis, ben, justement, j'avais opté pour un plus petit éditeur américain, notamment parce que je savais que la planète entière lit ce qui provient des États-Unis, mais l'inverse n'est pas nécessairement vrai. Ce qui est publié au Canada est malheureusement souvent dédaigné par les milieux américains et ailleurs dans le monde et ne connaît pas malheureusement la même reconnaissance et diffusion internationale. C'était donc une stratégie en fonction des normes linguistiques, culturelles et universitaires dominantes et bien que ces normes et dynamiques soient déplorables et que je les critique dans mes autres travaux justement sur les enjeux linguistiques de pouvoir, mon pari était quand même le bon parce que désormais mon livre est traduit, en français, il sort sous peu. Il va également être adapté au public français européen grâce à la maison d'édition, Burnou en 2026. Alors, voilà, c'était pour ça que j'ai fait ces choix-là. Oui, et c'est très intéressant. Ça m'intéresse beaucoup les questions de la traduction et des langages et les politiques et l'anglo-normativité, parce que ça, c'est des formes et des forces d'oppression qui sont pas euh, surtout examinées et identifiées. Et aussi, je peux poser une autre question. À travers ce processus de traduction, quels sont les principaux défis et enjeux que tu as rencontrés au regard de la traduction de plusieurs termes, mad, crip, parce que c'est un double enjeu. C'est un enjeu de trouver ces mots, n'importe quelle langue, mais deuxièmement, c'est l'enjeu de traduire ces mots aussi.
et aussi les issues de champs d'études davantage développés en anglais, comme les études du handicap, CRIP ou MAD, pour lesquelles il n'existe que très peu de termes en français. Comment as-tu navigué entre la fidélité au texte original et l'adaptation au contexte francophone? Oui, ça a été, merci beaucoup pour cette question. Ça a été toute une aventure, ce processus de traduction et je dirais, comme tu le soulignes, qu'il existe des enjeux de traduction pour des termes déjà existants comme MAD et CRIP, et cetera, mais aussi pour des néologismes que j'ai créés en anglais, comme la notion justement de compulsory aliveness, qui est au cœur de mon livre. Alors et ça amène des défis différents, c'est-à-dire que pour les termes existants, il s'agit de savoir qu'est-ce qui a été proposé par le passé et de se demander, bon, est-ce que, il s'agit de bonnes traductions? Est-ce que d'autres traductions devraient être proposées? Est-ce qu'on devrait simplement franciser certains de ces termes-là, comme on le fait, par exemple, en français avec le terme queer, qu'on utilise comme si c'était un terme français dans les textes en français et on n'a pas trouvé d'équivalent en français. Mais pour des nouveaux termes et néologismes que j'ai créés directement en anglais, comme compulsory aliveness, il s'agit d'imaginer des expressions françaises qui vont bien traduire l'idée ou le concept. Et ça, comme tu peux t'en douter, c'est pas toujours évident. Je propose aussi dans le livre des traductions un peu inusitées, comme le mot détraquer pour traduire le terme MAD. Alors, en français, le terme MAD est soit utilisé tel quel en italique en français pour signaler justement son origine anglophone, ou soit a été traduit par fou, folle, comme dans le cas d'une personne MAD, qu'on dirait que c'est une personne folle, ou encore par le terme de folie, comme dans le cas des études MAD, quand on parle des études sur la folie. Mais c'est pas, une expression qui a été très popularisée dans la francophonie et la notion de folie, justement, reste très attachée à sa connotation négative. Alors, j'ai eu l'idée de proposer quelque chose, d'autre que le terme folie ou fou, folle pour traduire mad dans le livre et l'idée est venue vraiment comme naturellement au cours d'une conversation avec, Pierre-Luc Turcotte et Isabelle Perrault, que je remercie d'ailleurs, là. Ça a été intéressant de s'orienter vers d'autres termes, justement, le terme détraqué en ayant cette conversation spontanée. Alors justement, tout au long du livre, j'utilise le terme MAD en anglais quand il est question des études MAD et des mouvements MAD. Alors j'utilise le terme anglophone, mais par contre, pour référer aux personnes MAD, j'utilise le terme détraqué et j'utilise également dans le livre le verbe détraquer pour traduire le verbe to madden. Alors le terme détraqué a été retenu parce que de la même façon que les termes queer et crip, bien qu'ils comportent a priori une charge très négative et péjorative, il a aussi un fort potentiel de resignification positive. Le verbe détraquer réfère de fait au potentiel de resignification et de rébellion parce que ça réfère au fait de perturber le fonctionnement de quelqu'un ou de quelque chose, donc perturber l'ordre dit normal des choses. Donc, détraquer, ça traduit bien l'essence même du verbe to madden, qui, justement, en anglais, signifie perturber et déranger le fonctionnement habituel des sociétés sanisses. Et donc, la personne détraquée, par extension, c'est celle qui se réclame positivement de sa folie, de son détraquement, de son déraillement selon des normes sanisses. Alors, la traduction détraquée permet aussi de jouer avec les mots à l'oral grâce à des expressions bilingues composées du terme anglais track, parce qu'on utilise souvent au Québec, en français, l'expression être sur la bonne ou être sur la mauvaise track. Alors, la personne détraquée, justement, c'est celle qui refuse la bonne track, c'est-à-dire la voie qui a été tracée pour elle selon les normes dominantes. Alors, je pense que le livre offre un bel équilibre entre justement conserver certains termes anglophones qui sont quasi intraduisibles en français, comme crip, et proposer de nouvelles traductions d'autres termes. Puis, je pense qu'on va voir au fil des années si l'expression détraquer et d'autres propositions qui sont faites dans le livre
seront mobilisés ou non par les cercles activistes et universitaires. Et je pense que ça sera très intéressant, de fait, de voir comment, dans le futur, différentes communautés linguistiques, culturelles et sociales vont s'engager dans un dialogue avec mes propositions et également s'engager dans des critiques ou des processus d'adaptation de mon travail sur le suicidisme, qui est encore évidemment à ses tout débuts. Oui, c'est très intéressant. La question de la traduction et non-traduction. Quel mot tu gardes dans la langage et quel mot tu essaies à traduire pour un autre contexte et comment ça marche, comment ça fonctionne aussi. C'est très intéressant. Et j'ai juste une autre question, si tu as le temps. Je veux le poser juste une dernière, une finale question. Comment penses-tu que la réception de ton livre dans le contexte francophone pourrait être différente à comparer de celle dans le contexte anglophone? Et penses-tu qu'il y aura des éléments qui résonneront différemment dans cet autre contexte socioculturel? Bien, je pense qu'effectivement, il y a un clivage entre finalement des contextes francophones et des contextes anglophones et qu'il y aura potentiellement une réception différente dans les deux communautés linguistiques qui va être très diversifiée, très variée. Euh, et tout ça, évidemment, est très lié à des enjeux linguistiques, mais c'est également lié justement à des enjeux sociaux, politiques, culturels, économiques, épistémiques, etc. Alors, je pense que ça va être intéressant dans le futur de voir comment, au-delà des enjeux justement strictement linguistiques, comment ces autres facteurs, c'est-à-dire culturels, économiques, politiques, légaux, vont influencer la réception du livre. C'est-à-dire que, par exemple, c'est vraisemblable que la réception de mon livre qui vient du Québec va être accueillie différemment dans d'autres communautés francophones, que ce soit des francophones minoritaires au Canada. Donc, ça pourrait être même accueilli très différemment au Québec versus d'autres provinces canadiennes, versus d'autres régions du monde, d'autres pays du monde dans lesquels on parle français, comme la France, la Belgique, le Congo, le Rwanda, le Cameroun ou l'Algérie. Alors, et la même chose, justement, s'applique à la question de l'anglophonie, c'est-à-dire que, donc, je pense que c'est intéressant de réfléchir à cette question-là de au-delà du clivage anglophone, francophone, c'est de penser à travers tous les contextes dans lesquels finalement le livre risque de recevoir une différente réception. Alors, l'avenir nous le dira, je pense. Bon, ça c'était très intéressant. Alex, merci beaucoup pour nous joindre pour parler de son nouveau livre qu'on peut trouver dans quelques semaines en français et en 2026 avec l'édition Burnout en février 2026. Et maintenant, je veux juste dire encore que tu peux te trouver l'édition anglophone en anglais dans la description avec le lien. C'est gratuit. Euh, et oui, c'est mon plaisir. Je veux dire juste une autre fois, merci beaucoup, Alex, pour être ici et expliquer Merci beaucoup. ton nouveau livre. Merci énormément.